Annie, ça va arrêter, je suis en train de faire ça. Ah bon? Ah, merci, Annie, c'est ça aussi. C'est mon nom. Je vous souhaite la bienvenue à la médiathèque Roger Thompson pour cette deuxième édition d'Écrivains de nuit. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée qui met à l'honneur la littérature, la création artistique et le dialogue avec l'un des plus grands écrivains de notre territoire, M. Patrick Chamazo, que je vous demande d'applaudir. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de Cap Excellence, Éric Jardin, Monsieur le Vice-président, Monsieur Georges Brédan, en charge de la culture, les élus, les partenaires, les équipes de Cap Excellence, la DGA, TS aussi, ainsi que chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Cette manifestation traduit l'engagement de Cap Excellence en faveur de la lecture publique, de la valorisation de notre patrimoine littéraire et de l'accès à la culture pour tous. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur le Vice-président de Cap Excellence, Monsieur Georges Brédan, en charge de la culture, à prononcer le mot d'accueil et de déclarer officiellement ouverte cette deuxième édition d'Écrivains de nuit. Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup, Dina. Mais je crois que tu as tout dit. Je n'ai plus qu'à effectivement remercier, bien évidemment, enfin dire que je m'exprime au nom du président de Cap Excellence, M. Éric Jalton, qui me charge donc de vous dire à quel point il est heureux, et Cap Excellence avec lui, et donc moi également, d'accueillir donc cette manifestation sur son territoire, donc à la médiathèque Roger Thompson, donc territoire de Cap Excellence. Bien évidemment, je vais féliciter tout d'abord celles et ceux à qui ont droit l'organisation de cette manifestation, en tout cas qui ont contribué fortement et qui font que vous soyez ici si nombreux. Dina, tout d'abord, Dina Laviso qui nous accueille dans sa médiathèque, directrice adjointe du réseau, et puis toutes ces équipes. Bien évidemment, que je vais quand même mentionner, bien sûr, Dina avec son professionnalisme, son engagement, son enthousiasme, et sa ténacité, qui a tenu absolument donc à ce que cette manifestation se déroule ici et maintenant. Et puis, bien sûr, toute la direction de Cap Excellence, toute la direction de DGS, le DGATS, la direction de la culture, et puis toutes les équipes également de la médiathèque qui ont contribué fortement donc, à vous accueillir et qui contribuent encore à vous accueillir ce soir. Donc, je citerai effectivement, bien sûr, tous les prestataires également et toutes les personnes qui ont donc fait que cette manifestation existe ici ce soir. Alors, c'est vrai qu'une médiathèque, c'est un lieu de diffusion de savoir à travers, bien sûr, les différentes formes de véhicules de savoir, parce que comme l'on sait, le livre ou ceux qui tiennent lieu de livre, eh bien, ils véhiculent le savoir, ils véhiculent des questionnements aussi et des imaginaires. Et donc, c'est aussi une manière pour nous d'interpeller donc le monde à travers donc ce qui est dit dans le livre, ce qui tient lieu de livre. Et donc c'est pourquoi il est important effectivement que les médiathèques puissent vivre à travers donc ceux qui les fréquentent, mais aussi à travers les manifestations qu'elles sont à même d'organiser. Et c'est le cas ce soir, puisque effectivement organiser une manifestation pour faire vivre la lecture publique, la littérature, pour bien susciter, comme je le disais, des questionnements et peut-être même du rêve, c'est quelque chose aussi qui fait partie donc, des missions majeures d'une médiathèque. Alors, les médiathèques, la médiathèque Roger Thompson est une médiathèque qui est donc dans le réseau des bibliothèques donc, de Cap Excellence, et c'est l'une de nos plus prestigieuses médiathèques du réseau. Nous, comme vous avez pu vous en rendre compte, alors moi je vous remercie vraiment en public de vous être déplacés si nombreux, d'avoir été d'être aussi massivement présents
pour accueillir donc une personnalité littéraire du niveau de Patrick Chamoiseau qui nous honore de sa présence et qui contribue donc au prestige, bien évidemment, de notre territoire à travers sa présence et à travers l'échange qu'il aura tout à l'heure avec celui qui sera donc, qui est désigné pour lui donner effectivement le change. Et donc, merci à toi Patrick d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de faire vivre ce concept d'écrivain de nuit. Merci à toi effectivement de faire en sorte que nous puissions encore faire vivre le livre, la culture, l'art et aussi favoriser le dialogue des arts, puisque indépendamment du livre, il y a aussi une partie artistique qui vous sera présentée tout à l'heure et qui fait en sorte que cela montre bien que les arts peuvent dialoguer à une époque où on parle beaucoup de transversalité des arts. Donc la littérature, la musique, la danse, le théâtre, tout cela peut dialoguer. Et c'est aussi ce sur quoi nous avons voulu mettre l'accent à travers cette manifestation de ce soir qui vous sera donc déclinée par Dina tout à l'heure dans le détail. Voilà, en tout cas, bon, j'en aurais terminé quand j'aurais dit effectivement à quel point aussi nous sommes honorés de la présence d'un certain nombre de personnalités littéraires de notre Guadeloupe et qui sont là, bien là, et qui ne manqueront pas, bien sûr, de relayer ce qui se sera passé, ce qui se sera dit ce soir. Et c'est aussi ce à quoi nous les confions, nous les invitons, parce que par-delà le temps de ce soir, qui est un des temps du tambour, nous espérons effectivement qu'il y aura d'autres sons du tambour. Merci en tout cas, bonne soirée et bien, profitez pleinement donc, de ce temps qui vous est offert. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ces paroles qui témoignent de l'engagement de Cap Excellence en faveur de la culture et de la lecture publique. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de cette soirée. J'ai le plaisir de remettre le micro à notre animateur, M. Albina, qui va conduire les débats. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir les Arlouz, un groupe assez formidable, avec Gérard Delbert, Christian Lavizo, Sonny Troupé et Jean-Pierre Fix. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et on commence. Bien, bonsoir à tous. Très heureux de voir que le public est aussi nombreux. C'est assez rare pour être souligné que la littérature attire autant de personnes. Bonsoir, Patrick Chamoiseau. C'est pas une première, ça fait 3 ou 4 fois que j'ai le plaisir et l'honneur de interroger Patrick Chamoiseau et je le ferai ce soir encore avec beaucoup de plaisir. Alors, je signale que nous avons un projet, mon frère et moi, de faire un long entretien avec Patrick Chamoiseau pour lequel il a donné son accord de principe. Donc ce soir, c'est un peu une préface de ce qui sera fait probablement un de ces jours. Alors, je ne présenterai pas Patrick Chamoiseau, il est connu, bien connu. Je rappelle simplement quelques textes dont il est l'auteur, en particulier des textes en co-signature. Éloge de la créolité en 89 avec Jean Bernabé et Raphaël Confiant. Quand les nuits tombent aux éditions Galade en 2007, qui était une réflexion après la création de Sarkozy du ministère de l'Identité nationale. En 2009, il écrit L'intraitable beauté du monde, co-signé avec Edouard Bissant, qui était une adresse à Obama. Alors j'ai pu comprendre que Obama était destinataire de l'ouvrage, traduit en anglais, qu'il a lu. Tu préciseras peut-être tout à l'heure. Et puis, les romans de Patrick Chamoiseau, on les voit ici, ils sont aussi installés sur la table. Chronique des 7 misères en 86, qui explore l'univers des jobbers. Texaco en 92, qui a reçu le prix Goncourt. Ensuite, en 97, l'esclavier. Alors évidemment, je ne les cite pas tous, hein, quelques-uns, en particulier ceux que j'ai mis, bon, c'est un privilège, donc je me l'accorde volontiers. L'esclavier et le molosse, qui est un mariage tardif de Villard,
et qui pour moi signifie que la liberté n'a pas d'âge. À n'importe quel moment, l'aventure d'une liberté peut s'initier dans le monde. En 2016, La matière de l'absence, qui est un excellent, très très beau roman où Patrick Chamoiseau évoque la figure de sa maman Maninotte. Et puis en 2022, Le vent du Nord dans les fougères glacées, qui est une réflexion sur le devenir du conteur. Alors, vous aurez remarqué que les titres des ouvrages de Patrick Chamoiseau sont extraordinairement beaux, en tout cas je trouve. Et puis je signale Faire pays, un sous-titre éloge de la responsabilisation. Alors je ne sais pas si Jacques Daoubé est là, mais il a pour habitude de faire une critique au tenant de la pensée de la colonisation en disant qu'il manquait à cette pensée un versant politique. Alors, je crois qu'avec Faire pays, Patrick Chamoiseau remplit le programme qui consiste à donner à cette pensée-là ce qu'on peut appeler sa dimension politique. L'activité de Patrick Chamoiseau se déploie aussi dans d'autres champs, le cinéma avec Guy Deslauriers, je cite rapidement Le passage du milieu en 2000, Begin en 2004, des documentaires, notamment un dernier documentaire que certains ont pu voir très récemment consacré à Aimé Césaire, où Patrick Chamoiseau fait découvrir un autre Aimé Césaire, qui n'est pas seulement celui qui est connu comme étant un anticolonialiste et auteur de Retour au pays natal, j'y arrive, pardon, et qui restitue un Césaire quasiment inconnu, méconnu du grand public. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, dans le domaine de la musique, je ne sais pas si vous le savez, mais Patrick Chamoiseau a également écrit des paroles de morceaux au Bayo, si j'ai bonne mémoire, qui a été interprété, joué par Tabo Combo. La musique comme la peinture sont présentes essentiellement et fabriquent la texture du texte de Chamoiseau. On pourrait y revenir dans le cours de l'entretien. Je signale un grand prix qu'a reçu Patrick Chamoiseau aux États-Unis pour le Centre de fiction, qui rend hommage à un écrivain par son œuvre exceptionnelle et qui a considérablement façonné la culture de notre époque. En 2018, Toni Morrison a reçu ce prix. 2022, Rouye Solinka, et 2023, Salman Rushdie. Je rappelle également qu'en 2024, il y a eu un classement des 10 meilleurs concours, parmi lesquels on a, je cite rapidement, Proust, Romain Gary, Simone de Beauvoir et évidemment Texaco. Donc nous avons, je crois, et c'est la conclusion de cette première partie, la chance inouïe de recevoir un écrivain, pas seulement de nos territoires, mais de renommée mondiale, internationale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain? On va peut-être y arriver, et c'est particulièrement prodigieux de se rendre compte comment les terres antillaises ont produit des écrivains de très grande qualité. Comment le XXe siècle antillais, nous avons des contemporains de Césaire, Fanon, Nissan, Frère Chrétien de Haïti et Chamoiseau. Donc il y a là quelque chose qui pourrait même s'apparenter à un miracle. Peut-être que Patrick Chamoiseau nous dira tout à l'heure ce qu'il faut en penser et qu'est-ce qui explique la fécondité de ces territoires pour produire des personnalités pourvues d'aussi grands talents. Alors pour commencer cet échange avec Patrick Chamoiseau, je commence par quelque chose qu'il n'aime pas, c'est-à-dire les définitions. Patrick Chamoiseau a souligné assez fréquemment à l'intérieur de son œuvre qu'il préfère ce qu'il appelle des gerbes d'indéfinition et que définir d'une certaine manière, c'était assécher, je cite, à propos de la relation, ce terme avec majuscule ne saurait être asséché dans une définition. Et donc, ma première question va consister à préciser des concepts et des notions. Alors, ça peut paraître un peu scolaire, mais je crois qu'il faut commencer par là. Alors, je ne te demande pas de proposer des définitions, mais d'explorer les espaces de sens. Et en premier, évidemment, alors, je donne un critique, créolisation, tout monde, relation, et en quoi sont-ils importants pour le monde contemporain? Quels sont les enjeux qui sont attachés à ces trois notions? Merci Tony, merci à tous d'être présents. Je suis très content de voir qu'il y ait autant de monde
dans une médiathèque, c'est bien que les médiathèques se remplissent par les temps qui courent. On a un gros problème de lecture publique et il y a toute une stratégie à trouver pour développer la lecture. La problématique de la lecture contemporaine, c'est que nous sommes à une période de mutation et je ne sais pas si c'est le livre tel que nous l'avons connu qui va porter la lecture. C'est complètement impossible à déterminer. Nous sommes véritablement dans l'imprévisible. Si le mot imprévisible a un sens, les sociétés qui viennent avec toute l'immanence numérique et l'intelligence artificielle et tout ce que nous allons vivre sont complètement imprévisibles pour nous. Et tout ce que nous avons à imaginer, notamment notre responsabilité collective qui me paraît très importante à mettre en place, mais tout ce que nous avons imaginé en termes de définition ou d'approche de différents termes de littérature, l'identité, la nation, en fait, tout ce qui nous préoccupe, sont des notions qui sont très très difficiles à appréhender dans la mesure où nous sommes confrontés à un impensable, à un imprévisible, à un impensable. Alors, les termes dont tu parles, c'est bien de commencer par des termes comme ceux-là, qui sont généralement des termes utilisés, des notions utilisées par Édouard Glissant, qui ne sont pas des concepts, hein, parce que les concepts sont plus du côté scientifique, les concepts sont plus du côté de mode de connaissance scientifique du réel. Pour moi, c'est un mélange de concept et de poétique. La poétique, c'est le rapport que l'on a au monde, le rapport que l'on a au réel, mais c'est un mode de connaissance poétique au réel. La poétique en soi, c'est un mode de connaissance. Un poème, c'est une investigation du réel, une exploration du réel qui nous amène des informations, des données sur ce réel et surtout des données qui nous sont restées non perceptibles ou qui nous sont restées invisibles. Donc le mélange de concepts et de poétique est intéressant parce que la poétique n'est pas une mystique, la mystique reste fermée aux données scientifiques, alors que la poétique, même si elle est très proche, je dirais, de l'inspiration spirituelle, hein, parce que moi je suis très spirituel, je ne suis pas du tout croyant, mais je suis très spirituel, même si c'est très proche, la poétique reste ouverte aux données scientifiques. La pensée scientifique est absolument essentielle pour ce que nous avons à penser et tous les devenirs que nous avons à penser. Et le problème qui s'est produit, c'est qu'on a eu tendance à ne privilégier en termes de mode de connaissance que la connaissance scientifique. Mais il y a un mode de connaissance sensible, il y a un mode de connaissance, je dirais, participatif, il y a un mode de connaissance poétique qui est aussi important. Et tous les arts, toute la littérature se situent de ce côté-là. Et très souvent, on s'est aperçu que le mode de connaissance poétique a précédé le mode de connaissance scientifique et d'une certaine manière a ouvert la voie. Donc Glissant, il se déclare, il aurait pu se déclarer philosophe, mais il s'est plutôt déclaré poète, parce qu'il s'inscrivait plus dans une poétique. L'autre difficulté du concept, c'est qu'il peut dégénérer en pensée de système et système de pensée. C'est-à-dire une espèce de croyance qui laisserait à penser que le réel puisse être saisi, que le réel puisse être maîtrisé, que le mode de connaissance du réel, ou la lecture que l'on a du réel peut être une sorte de vérité fixe, alors que la poétique reste beaucoup plus ouverte. La différence qu'il faut comprendre, qui est essentielle, c'est qu'il faut distinguer entre la réalité et le réel. La réalité, c'est ce que produit l'imaginaire humain. L'homo sapiens, il vit dans les réalités qu'il construit. Ces réalités sont des systèmes symboliques, sont des cultures, ce sont des techniques, ce sont des savoir-faire. Et ces réalités-là, qui constituent un petit peu son univers, ces réalités-là sont pour lui habitables. Alors que le réel n'est pas habitable. Le réel, c'est le tout possible. C'est le tout possible de l'existant. C'est le cosmos, c'est la planète, c'est le vivant, c'est la physique quantique, c'est la relativité générale, c'est l'ensemble, une totalité de ce qui existe. Et ça, c'est un impensable. Et confronté à cet impensable, l'Homo sapiens a eu tendance à se réfugier dans des réalités. Donc, en général, nous n'habitons pas le réel, nous habitons des réalités. Et c'est vrai que dans
le développement de la conscience de Sapiens, ce qu'on appelle la connaissance scientifique, a été importante parce qu'il fallait à la fois avoir un univers habitable, mais en même temps ne pas perdre de vue qu'il fallait continuer à comprendre le réel. Donc ce mode de connaissance scientifique a produit le concept, et puis à côté, il y a eu un mode de connaissance, je dirais, plus sensible qui vient du sorcier, hein, la filiation de l'écrivain du poète commence à être le sens, c'est la pensée magique, un rapport réel qui est un rapport sensitif. On interroge les forces, on interroge l'invisible, on essaie de deviner l'obscur. Et ça, c'est un mode d'approche de connaissance du réel, qui ne l'épuise pas, qui ne le dépasse pas, mais qui produit un certain nombre d'éléments qui viennent enrichir une petite réalité de sa pensée. Donc le sorcier a donné naissance aux artistes et a donné naissance à l'écrivain et au poète. Ce qui fait que Glissant se disait plus poète plutôt que se dire philosophe. Parce qu'il était dans cette perspective d'avoir une connaissance poétique qui le préserve de toutes les, je dirais la verticalité d'une pensée de système, d'un système de pensée. Alors, tous les concepts de Glissant sont absolument fondamentaux pour comprendre le monde contemporain, pour comprendre les enjeux de la littérature contemporaine. À mon avis, tout ce que je vais dire là, c'est mon esthétique, c'est-à-dire ma boîte à outils. Lorsque j'écris, lorsque je lis, j'ai une esthétique, donc une petite boîte à outils avec laquelle j'essaie d'organiser mon existence. Donc, il va produire non pas des concepts, mais il va être ouvert aux concepts, il va beaucoup utiliser les concepts, il va beaucoup lire les philosophes, etc. Mais il va produire une politique qui sera la politique de la relation. Alors, pour comprendre ce qu'est la relation, qui est le maître mot de l'affaire, et c'est vraiment pour moi aujourd'hui la grosse affaire qui nous occupe, ça commence par la créolisation. En 1492, lorsque les Occidentaux découvrent les Amériques, c'est un moment important pour l'humanité, parce que bien sûr, la Terre fait terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terrain incognita, et que là va commencer la globalisation du monde. Le malheur de la globalisation du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les expériences humaines, toutes les expériences d'Homo sapiens, les cultures, les civilisations, les imaginaires, les systèmes symboliques, qui se s'étaient développés dans la planète avec une relative, je dirais, centralité, même si elles se soupçonnaient, même si elles se fréquentaient, même si elles s'influençaient, toutes ces expériences humaines-là vont converger vers les Amériques et d'une certaine manière vont créer, avec le développement, parce que ça va créer beaucoup de richesses, développement des techniques, développement scientifique, et ça va créer une globalisation générale. Ce qui fait que lorsque les colons arrivent en 1492 et va commencer la colonisation européenne, toutes ces expériences, toutes ces cultures et civilisations se retrouvent dans les Antilles, dans les Amériques. Il y a une sorte de ruée vers les Amériques qui fait que le monde entier, d'une certaine manière, va passer par ici et va se retrouver ici. Mais la créolisation, c'est ça. La créolisation, c'est une rencontre massive, brutale, accélérée. Brutale parce que ça se fait en 2-3 siècles. C'est accéléré, très très rapide. Elle est massive parce que pratiquement aucune expérience humaine ne va manquer à ce qui va se passer dans les Antilles et dans les Amériques. Et en quoi elle est importante, cette créolisation américaine? Elle est importante parce qu'elle va ouvrir justement à la globalisation. Est-ce que tu peux parler plus proche du micro? Oui, oui. Parce que tout le monde n'entend pas. Elle va ouvrir à la globalisation du monde. Alors, il faut bien se rappeler, indépendamment de la rencontre des expériences humaines, les Occidentaux découvrent les Amériques, commencent un processus de colonisation et de domination du monde. Ce qui fait que la globalisation planétaire, la rencontre de toutes ces expériences humaines, va se faire sous les auspices du monde occidental, de la pensée, de l'imaginaire occidental, et par la plus belle partie, on n'a pas rencontré les intellectuels, les philosophes, c'est les marchands, les commerçants et surtout les capitalistes. Ce qui fait qu'on est passé du colonialisme au capitalisme, une sorte de colo-capitalisme qui va régenter la globalisation planétaire et qui va nous mettre dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui est intéressant, c'est que la créolisation va permettre
Dans les Antilles et dans les Amériques, une rencontre absolument fabuleuse de langue, de culture, de phénotype, enfin de tout ce qu'on peut imaginer comme expérience humaine. Et ça va produire des surgissements anthropologiques qui sont des créolités. Donc, processus général de rencontre des expériences humaines, avec dans chaque pays, chaque ville, chaque espace, des surgissements inattendus, imprévisibles, tous différents les uns des autres, qui sont des créolités. La créolité martiniquaise n'est pas la créolité guadeloupéenne, même s'il y a des similitudes. C'est pas celle de Cuba, c'est pas celle de Trinidad, etc. Donc on a besoin du concept de créolisation pour comprendre cette rencontre des expériences humaines. On a besoin de se rappeler aussi que dans l'Antiquité, même avant la globalisation planétaire, il y avait des processus de créolisation, mais ce qui nous intéresse, les cultures et les civilisations se touchaient, s'interpénétraient, se mélangeaient, etc. Mais ce qui est intéressant dans la globalisation, dans la créolisation des Amériques et des Antilles, c'est qu'elle ouvre à la globalisation planétaire. Et ça, c'est ce qui fait que ce moment du développement humain, donc cette créolisation américaine et antillaise, est une sorte de préface à ce qui allait se produire de manière massive au niveau de la totalité de la planète. Donc, Glissant va se dire, mais voilà ce qui est important. Dès les années 50, il va dire, mais attention, on est en pleine décolonisation, etc. Les luttes anticolonialistes reprennent un petit peu l'imaginaire occidental de la nation, de l'État, de l'identité, des absolus verticaux. Donc c'était ma langue contre ta langue, ma peau contre ta peau, etc. etc. Donc, Glissant très rapidement, dans les années 50, avec Soleil de la conscience et l'intention poétique, il a dit attention, ce qui s'est produit là avec le phénomène de créolisation, c'est que toutes les expériences humaines sont désormais en interrétroaction, et que ce phénomène d'interrétroaction fait que ce que nous avons à faire, à penser et à devenir, va se faire dans un processus qui est un processus relationnel. Et c'est là que l'idée de la relation apparaît. La créolisation produit des émergences imprévisibles et différentes qui sont les créolités, mais le principe actif de la créolisation, c'est le principe relationnel. Les peuples, Martinique, Guadeloupe, Guyane, enfin tous les peuples des Amériques, sont des produits de la relation, sont des peuples nés dans la relation. Les espaces ataviques, c'est-à-dire les cultures amérindiennes, comme les Kalinago, les Taïnos qui peuplaient ces endroits, ont été déstructurés et même à la limite génocidés. Et quand il y a eu les décolonisations, les peuples ataviques, pour s'opposer aux colonialistes, allaient récupérer tout ce qu'il y avait avant, ma langue, ma peau, les ancêtres, etc. Alors que nous, le problème, c'est qu'on était nés dans la relation, on était nés dans le principe esclavagiste, le principe colonial et le principe relationnel qui mêlaient les expériences. Ce qui fait que le phénomène relationnel est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui pour bien cristalliser notre conscience en tant que peuple-nation. Ce qui nous manque, c'est une compréhension de la relation, une compréhension de l'imaginaire de la relation. Est-ce que le phénomène relationnel est porteur en lui-même substantiellement d'une pensée éthique, morale, ou est-ce qu'il faut de l'extérieur, par exemple à l'aide d'un universalisme, corriger ce qui pourrait être les méfaits du phénomène relationnel? Alors, je dis relation un peu vite. Ce qui se produit lorsque les colonialistes arrivent dans les Amériques, qui génocident les Amérindiens, qui font venir les Africains, et que presque tous les peuples rappliquent sous la richesse américaine, ce qui va se produire, donc j'ai dit une mise en interrétroaction de toutes les expériences humaines de la planète, pratiquement. Et ces expériences humaines ne vont pas produire de rencontres, ça va produire des contacts. Ce qui fait que dans le premier temps, si on prend la Guadeloupe, ce qui se passe en Guadeloupe avec Amérindiens, Africains, tous les Européens qui viennent, qui se succèdent, qui se battent entre eux, etc., et puis tous les immigrants qui vont venir, ce qui se passe, c'est une mise sous relation. C'est-à-dire que toutes ces expériences humaines vont se retrouver dans des processus d'interrétroaction, mais ils subissent la relation. Ce n'est pas, et ce qui se produit dans la mise sous relation, c'est que la mise sous relation démultiplie les contacts directs et déterminants, mais ne permet pas la rencontre. Alors c'est quoi la rencontre? Il y a rencontre quand moi, je prends conscience
du besoin que j'ai de toi pour réaliser ce que je suis. Les colonialistes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont incapables de raconter. Pour eux, ils sont seuls au monde. Et lorsqu'ils voyaient une différence, ils voyaient une autre culture, un autre lieu, un autre langage, une autre manière d'être, un autre phénotype, ça faisait, à la limite, ça ne faisait pas partie de l'humanité. Donc il y a une solitude au monde. Et ce que le colonialisme veut, c'était une mise en transparence du monde, c'est-à-dire une disparition des différences du monde, des différences des expériences humaines, au profit de sa seule verticalité, au profit de son seul modèle. Ce qui fait que dans la colonisation, il y a une mise sous relation, il y a des contacts, mais il n'y a pas de rencontre. Alors que la relation, et c'est là où Glissant se dit, il faut tirer la leçon des colonialistes. Nous avons compris, nous avons compris que le plus précieux dans le vivant et dans les expériences humaines, toutes les expériences humaines, c'était cette diversité. Les colonialistes ont passé leur temps à éliminer la diversité des langues, des perceptions, des lieux, etc. Nous tirons la leçon en disant, mais ce qui est le plus précieux pour percevoir le phénomène humain, c'est la diversité des expériences humaines. Et que cette diversité-là, il faut la préserver. Et que nous pouvons envisager une humaine condition qu'en gardant de manière très précise, très sensible, même obscure et présente et sensitive, toute la diversité que représente le phénomène humain. Ce qui fait que dans le phénomène, comme on dit relation, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il nous faut sortir d'une situation de mise sous relation. Le colonialisme nous a mis sous relation, donc en contact interrétroactif. Le capitalisme a continué dans sa globalisation économique avec les marchés, etc., avec l'esprit colonial, parce que c'est la même exploitation de vivant, exactement l'esprit colonial qui anime le capitalisme. Le capitalisme continue la mise sous relation. Donc aujourd'hui, nous vivons à une échelle déterminante qui est l'échelle planétaire, mais nous sommes sous relation. Nous ne sommes pas encore en relation. Et quand Glissant dit relation, il pense à ce processus qui nous permettrait, qui soit un processus, je dirais, de connaissance, connaissance au sens où, à la limite où Claudel pouvait l'entendre, en rapport à la totalité, ne rien perdre de la totalité des expériences humaines, ne rien perdre du détail du vivant, et en même temps accéder à une réalisation de soi en présence de cette multiplicité que nous essayons de préserver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit relation, ça veut dire que je considère qu'il y a deux choses. Il y a le fait que ce que je suis doit être accompli, doit être développé, doit être parvenir à je dirais, à son optimal de réalisation. En revanche, ce que je suis ne peut pas s'accomplir, se développer et devenir si je n'intègre pas l'autre, c'est-à-dire la différence. Et dans l'autre, c'est l'autre total. C'est-à-dire l'autre, c'est pas simplement l'étranger. À l'époque des colonialistes, on pouvait dire, les différents, les peaux différentes, les langues différentes, les lieux différents. L'autre, c'est pas seulement ça. Bien sûr, c'est l'étranger, mais l'autre, c'est la totalité du vivant. Et l'autre ultime, pour nous aujourd'hui, l'autre ultime, c'est l'impensable, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas en mesure d'envisager. Donc il y a une éthique de la relation qui rend impossible les phénomènes de domination, de saccage du vivant, d'exploitation du vivant, de racisme, tous les petits combats que nous menons en temps ordinaire, le féminisme, LGBT et tout là, lorsqu'il y a relation, c'est impossible. Et même à la limite, on n'a même pas besoin de cette obsession décoloniale. Avec l'idée de relation, on a tout. C'est-à-dire la relation n'est envisageable que si on arrive à mettre en relation harmonieuse toutes les diversités qui font le vivant et qui font les expériences humaines. Et c'est pourquoi dans l'éloge de la qualité, le dernier mot, c'était la diversité. Pas aller chercher par-dessus la multiplicité ou le brouillement des différences humaines, aller chercher une unité comme le faisaient les colonialistes, c'est eux qui nous ont bassiné avec l'universel. Et bien sûr, l'universel était le modèle occidental. Donc plutôt que de courir vers une unité, il y a effectivement une humaine condition, il y a une unité humaine, mais cette unité ne se présente à nous, ne se vit, ne nous permet de nous accomplir individuellement que si toutes les différences, toute la diversité est valorisée, préservée, etc. La Guadeloupe, c'est toutes les présences qui constituent la Guadeloupe. Qu'elles soient de descendance coloniale, toutes ces présences-là doivent faire la Guadeloupe. Et dans tous les pays créoles,
tous ces pays créoles-là ne peuvent parvenir à leur accomplissement que s'ils invalident le processus colonial, le processus capitaliste, la relation est par nature post-capitaliste, pour dire, voilà, ce que nous sommes, ce que nous avons le plus précieux, ce sont nos différences. Et la base, la brique première du vivant, c'est la différence. C'est pas le même, c'est pas l'identique. Et l'identique n'amène rien. Dans l'identique, il n'y a pas de rencontre. Là où la rencontre surgit, c'est quand il y a des différences. Et c'est quoi la rencontre? La rencontre, c'est une création. À la fois création de moi, parce que je vais m'augmenter de ce que tu vas m'amener, et aussi création de toi, parce que tu vas t'augmenter de ce que je vais t'amener. Et plus, dans la rencontre qui va se produire entre nous, il y a quelque chose qui va se produire qui va transformer le monde. La rencontre est un processus de création. Donc, l'imaginaire de la relation est en soi à la fois une esthétique et une éthique. Bien. Alors, je vous propose qu'on continue, et pour ça, je cite 3 textes que je n'avais pas fait tout à l'heure. C'est Top de la littérature quand elle le peut, le conteur La nuit et le panier, et Bonheur Jazz, qui est peut-être moins connu, moins lu, qui pour moi est un petit chef-d'œuvre. Dans Que peut la littérature quand elle ne peut, c'est une réflexion sur les fonctions contemporaines de la littérature. Tu commences par poser un diagnostic avec Bachung, pour lequel rien désormais ne s'oppose à la nuit. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, quelle est la nuit la plus épaisse, quelle est la nuit la plus dense à laquelle on doit être confronté? Ah ouais, il y en a beaucoup. Je n'ai pas répondu à la mondialisation. Alors la mondialisation, quand nous disons mondialisation, il faut simplement voir la globalisation économique capitaliste occidentale. C'est ça la mondialisation. Et pendant longtemps, lorsque les peuples se sont rendus compte qu'avec le capitalisme qui apportait beaucoup d'éléments, etc., il y avait l'esprit colonial et qu'il y avait la domination du système occidental, beaucoup de peuples résistants ont voulu résister à la mondialisation, qui était d'une certaine manière uniformisant, disparition des différences pour le modèle capitaliste occidental, et ces peuples-là s'opposaient à l'ouverture au monde. Ils voulaient à la fois refuser le capitalisme et l'Occident en refusant le monde. Et Glissant, très rapidement, a dit non, a dit que nous ne pouvons pas nous battre contre une force capitaliste qui est devenue planétaire en lui laissant la planète. Il faut au contraire investir la planète et regarder ce qui dans le phénomène de mise sous relation, ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui n'appartiennent pas au marché, qui n'appartiennent pas au colonialisme et qui n'appartiennent pas au capitalisme. Il y a quelque chose, chaque fois c'est du vivant. Toutes les expériences humaines qui se rencontrent, c'est du vivant. Tous les écosystèmes qui rentrent dans des phénomènes d'interrétroaction, c'est du vivant. Il y a du devenir. Donc même sous la mondialisation capitaliste occidentale, il y a un devenir monde qui était différent du projet global. Et ce devenir monde, il est appelé la mondialité. Donc la mondialisation, c'est la globalisation économique capitaliste occidentale avec l'exploitation du vivant, des humains, et d'une certaine manière un universel qui élimine les différences. Et la mondialité, c'est de se dire, mais quand on regarde bien, dans le phénomène de mise sous relation, il y a un phénomène d'individuation. Les individus échappent au corset communautaire, ils voyagent, ils se rencontrent, les écosystèmes entrent dans des processus d'interrétroaction extrêmement vivants. Il y a un autre monde qui n'appartient pas à la pensée coloniale et à la pensée capitaliste qui a surgi, et ça, il appelle la mondialité. J'ai toujours été frappé par cette appellation de mondialité chez Glissant qui habituellement accorde beaucoup d'importance au processus, créolisation, alors qu'elle est tellement hitée comme créolité, mondialité, renvoie à des fermetures. Ouais. Est-ce qu'on pourrait ne pas se dire là qu'il y a quelque chose qui échappe? Oui, c'est-à-dire que quand on a sorti l'image de la créolité, il a fait la sale tête parce que il disait créolisation, le plus important c'est le processus. Et il disait que lorsqu'on a parlé de créolité, pour parler de la Martinique, on était fait de définir une essence identitaire, donc une fixité identitaire. Or, dans le phénomène relationnel, il n'y a que du devenir, au sens de Deleuze. C'est-à-dire, comme on a une infinité africains, amérindiens, colonialistes, individus, enfin bon,
un macro anthropologique d'une complexité inouïe, il y a du devenir, il y a de l'imprévisible, il y a des surgissements. Donc c'est un processus. Le Guadeloupéen du 18e, du 19e, du 20e, ces Guadeloupéens-là ne se ressemblent pas, enfin ils ont vachement changé. Et un Guadeloupéen d'aujourd'hui aura du mal à reconnaître un Guadeloupéen du 24e siècle. Il y a du devenir. Et que si on essaye d'entrer dans une identité, une définition, fixité de l'identité, dire voilà, mon identité c'est ça, on se ferme au devenir, parce que le devenir, c'est la rencontre, c'est la présence de l'autre, c'est l'événement, etc., etc. Donc, il y a un processus qui est inarrêtable. Donc, la seule identité qu'on puisse obtenir, c'est l'identité relationnelle. C'est-à-dire que je peux changer en échangeant sans me perdre ou me dénaturer. Et ce que je suis, c'est ce que je deviens. Et quand j'entre en rencontre avec toi, je ne deviens pas autre chose, je deviens plus que ce que j'étais. Et c'est ça le processus qui fait qu'aujourd'hui, quand il me disait, quand vous avez défini la créolité, vous avez voulu figer le processus. Donc je lui dis non. Parce que la créolisation, on a besoin d'idées pour montrer qu'il y a un processus qui est inarrêtable, mais qui a des surgissements. C'est-à-dire on peut opérer en martiniquais, en guadeloupéen, en cubain, etc. Parce qu'il y a un surgissement historique. Mais ce surgissement reste inscrit dans le processus de créolisation et reste lui-même un processus en devenir. Donc lorsqu'il a sorti mondialité, il dit mais ce n'est pas le même sens qu'il donne. Alors la mondialité, c'est tous les phénomènes qui sont ni colonialistes, ni capitalistes, qui sont liés aux rencontres individuelles, qui sont liés aux rencontres d'imaginaire, qui sont liés au surgissement lié dans le mélange des langues, enfin bon, tout ce que nous vivons aujourd'hui. La plupart des endroits où je vais, il faut voir les enfants aujourd'hui, le père est japonais, la mère est italienne, ils vivent, enfin bon, c'est des processus absolus. Ils ont du mal à se définir, un peu comme nous, on avait du mal à se définir, est-ce qu'on est africain, est-ce qu'on est colonial, machin, etc. C'est la situation relationnelle, elle est très difficile à vivre parce que l'imaginaire de Homo sapiens, c'est un imaginaire communautaire, avec des absolus identitaires, les ancêtres, la peau, etc. Alors que dans la relation, tout est en devenir et qu'il n'y a plus de fixité. Et l'idée de la mondialité, c'est cette espèce de monde dynamique, très difficile à percevoir, très difficile à fixer, dans lequel nous devons nous inscrire. Et pour nous opposer à la mondialisation capitaliste, nous devons nous inscrire non pas dans cette mondialisation, mais dans la mondialité. Et la mondialité, c'est à la fois un phénomène qui existe, et c'est un phénomène que nous devons penser. C'est-à-dire, s'il nous faut penser une existence nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, etc., il nous faut penser en mondialité, pas dans la mondialisation capitaliste. Donc c'est l'énorme effort de réflexion que nous avons à mener. Ce qui nous amène à dire que la question de la relation et la question de penser la mondialité ou penser notre présence au monde par la mondialité nous donne la base de ce que devraient être les politiques culturelles. Nos politiques culturelles aujourd'hui sont en panne. Les festivals, je vois le festival de Fort-de-France, c'est en panne, c'est du divertissement. Pourquoi? Parce qu'on n'explore pas la question de la relation et on n'explore pas ce monde qui est à la fois là, qui n'est pas capitaliste, qui n'est pas colonial, qui est un autre monde, qui est un monde autre, que nous devons imaginer, qui est déjà là, mais que nous devons en même temps construire, imaginer, et dans lequel nous devons construire notre présence collective. Et ça, cette complexité des politiques culturelles contemporaines. Et ça, c'est très difficile, puisque on connaît mal encore ces notions de relations, etc. etc. C'est difficile parce que la nuit règne, donc je reviens à ma question. Ah oui, la nuit, oui. Alors la nuit, c'est la domination capitaliste. Moi, j'étais toujours frappé de voir comment les... Moi, je suis indépendantiste, hein. Les indépendantistes... Ça n'existe plus. Pardon? Les indépendantistes, ça n'existe plus. Les indépendantistes, ça n'existe plus. Ah, il y en a. C'est là, hein. Ils sont là. Non, la pensée indépendantiste chez nous est très relationnelle. C'est-à-dire qu'elle est très relationnelle. C'est-à-dire que le phénomène de relation n'est pas pris en compte. C'est le phénomène d'opposition
On ne se rend même pas compte, à la limite, quand j'entends le discours indépendantiste anticolonialiste, que le colonialisme a immédiatement muté. Une métamorphose absolument rapide qui a donné le capitalisme. Et que le colonialisme violent, je dirais le proto-colonialisme violent que nous avons connu, le discours contre le colonialisme, c'est du proto-colonialisme. C'est un peuple qui coupe les têtes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de résurgence coloniale ou je dirais des vestiges du proto-colonialisme qui existent par-ci par-là, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est le processus métamorphique qui a donné naissance à un colo-capitalisme, et nous sommes en phase d'une domination que je décrivais dans Écrire un pays dominé. On passe d'une domination brutale à une domination silencieuse. Et le capitalisme nous domine par l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est ce qui détermine nos choix existentiels. C'est ça et ce qui fait que pour s'opposer au capitalisme, c'est carrément une résistance existentielle, c'est-à-dire un écart existentiel. C'est pas une attitude parcellaire, etc. C'est vraiment une résistance existentielle parce que ce mode de domination touche directement notre imaginaire. Nous avons intériorisé les valeurs capitalistes. Nous avons l'impression, d'ailleurs, que le pouvoir d'achat, la consommation, l'extraordinaire grève de 2009, incroyable, un phénomène humain incroyable, des peuples se soulèvent. Qu'est-ce que ça donne? La liste des courses. C'est-à-dire, on a l'impression que l'affaire est une affaire économique, alors que tout le fonctionnement de la grève montrait qu'il y avait un peuple. Il y avait du rêve, il y avait des chants, il y avait plein de choses, des phénomènes complètement, je dirais, une circulation anthropologique, culturelle, sensitive, artistique, esthétique, fabuleuse, mais qui s'est réduite à une préoccupation économique. Pourquoi? Parce que le capitalisme, le colo-capitalisme, nous a laissé croire que le problème est un problème économique. Et le capitalisme a réduit l'idée du politique à l'idée simplement de l'économie. Un politique qui se croit branché et conscient et pragmatique, il a l'impression qu'il faut qu'il fasse de l'économie, alors que c'est une pauvreté totale. Mais c'est ça la nuit. Et le capitalisme va provoquer, en réduisant notre imaginaire, ce qui est difficile à comprendre, c'est que l'économie, c'est-à-dire les échanges, le don, le contre-don, a toujours existé dans les rapports entre les cultures et les expériences humaines, les cultures et les civilisations. Mais ces rapports, quand on voit les routes de l'Antiquité, les routes commerciales sont absolument fabuleuses. Donc ce qui fait que le rapport économique était environné d'une série de valeurs absolument incroyables. L'honneur, la dignité, etc., etc. Et ce que le capitalisme a fait, c'est qu'il a réduit le rapport entre les expériences humaines à la seule valeur économique. Donc il n'y a plus d'autre valeur que le pouvoir d'achat. Nos enfants admirent des analphabètes qui gagnent des millions, des salauds qui sont multimilliardaires, des gens qui n'ont aucune éthique, aucune esthétique, simplement parce que le fait de gagner de l'argent suffit c'est le comble de la réussite. Et ça, c'est un obscurantisme qui réduit la politique à l'économie, qui va nous donner une classe politique complètement dégénérée et qui va abîmer la démocratie. Dans tous les pays du monde, la démocratie recule parce qu'il y a un obscurantisme généralisé, né du capitalisme, la pauvreté, la misère, les effondrements culturels, mais aussi la croyance en la vertu de la consommation et du pouvoir d'achat. Tous ces gens qui élisent des créatures absolument immondes, parce qu'on nous dit Trump, mais Trump n'est pas le problème. Trump, le problème, c'est les millions de personnes qui ont voté Trump et qui continuent à le soutenir. Et lorsque la popularité de Trump baisse, ce n'est pas pour des raisons éthiques ou esthétiques, pour des questions de dignité, la popularité de Trump baisse parce qu'il y a des problèmes économiques. Toujours, c'est mon pouvoir d'achat qui va déterminer ma vision, je dirais mon alpha et mon oméga de ma conception politique. Donc le capitalisme engendre une dépolitisation, pour dépolitisation absolue, parce que tout est économique, il n'y a plus de politique. Et la seule question véritablement politique que nous avons, nous, pour rester dans nos pays, la seule question politique que nous avons, c'est notre accession à une souveraineté collective. C'est ça la question politique. Tout le reste, c'est de la gestion du statu quo. Et ce que je crois aussi, c'est que penser qu'on peut développer la Guadeloupe, la Martinique, enfin tous nos pays, dans un cadre de déresponsabilisation, d'assistanat de dépendance,
et capitaliste, hein, avec un fonds capitaliste commercial économique, c'est une folie. Et que ce qui nous manque en termes, je dirais, de dynamique, c'est le génie collectif. Le génie collectif de ce peuple-nation qui n'est pas reconnu en tant que peuple-nation et qui ne peut pas exprimer ce génie-là simplement parce qu'il y a l'obscurantisme capitaliste qui nous ferme pour donner scientifique. Enfin bon, on voit toutes les attitudes pendant la pandémie, c'est absolument incroyable. Donc la nuit, c'est ça, le règne du capitalisme. Ce qui fait que le discours de résistance le plus important, c'est nécessairement un discours post-capitaliste. Et c'est pourquoi la relation est post-capitaliste. Alors il ne s'agit pas de faire un anticapitalisme primaire comme les coloniaux vont faire, obsédés par le colonialisme occidental, vont le mettre au centre de l'existence, et puis ils vont décolonial. Il suffit de se dire, mais la relation, c'est absolument le contraire du capitalisme et du colonialisme. Il suffit de se dire, la Guadeloupe est faite de diversité, elle est faite de différences, elle est faite de plein de sources. Elle est ouverte de par son histoire et son devenir, c'est dans le phénomène relationnel, c'est-à-dire à la fois mobiliser toutes les sources qui la constituent et s'inscrire dans des dynamiques relationnelles avec la Caraïbe, avec les Amériques, avec l'Afrique, avec l'Inde, avec tout ce qu'on peut, avec l'Europe, avec la France, mais sur des bases relationnelles. Et dans la relation, tout le monde existe, c'est-à-dire que la Guadeloupe existe, on n'est pas on n'est pas sous administration, ce sont de véritables partenaires. Et là où ça commence du point de vue politique, pour passer d'une politique de la relation à une politique, c'est que l'imaginaire politique français est complètement vieillot. La Constitution française, elle date d'après-guerre, au monde qu'on ne savait pas encore lire sous les auspices de la relation. Et cette Constitution, elle est obsolète. Ce que nous réclamons aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une 6e République en France, que cette 6e République puisse abandonner l'idée que la République soit une et indivisible et qu'elle devienne une République unie.